la semaine dernière. Aujourd'hui, je reçois Aurélie pour qu'on puisse parler ensemble de troubles 10. Moi, j'aime bien qu'on essaye de voir un peu justement comment tu vis avec au quotidien, maintenant qu'on sait ce que c'est. Eh ouais. Alors, comment je le vis ? Très bonne question. Il y a certains troubles 10 que j'aurais aimé effacer de ma vie. La dyspraxie et les troubles 10 exécutifs dont on n'a pas parlé d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des 10 exécutifs. Alors, on va peut-être revenir en arrière, on rembobine. Voilà, donc moi j'ai les 7 troubles, j'en ai 7 des troubles 10. Il y en a 9 à peu près qui existent. Il y en a un qui est souvent englobé dans les autres, c'est la dysmnésie. Et l'autre trouble 10 que je n'ai pas, c'est la dysmusie. C'est genre, t'as pas de rythme, enfin, des choses comme ça. Donc en fait, c'est pas si important que ça. En vrai c'est moins handicapant que une dyslexie sévère, par exemple. Donc moi, j'ai la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie qui touche le dessin des lettres, l'écriture. La dyscalculie, dont on a parlé un peu, la dysphasie, donc trouble du langage oral, qui peut se traduire par des difficultés de compréhension et ou d'expression. Moi, j'ai la mixte, sinon c'est pas marrant. Bah oui. Ah bah ouais, sinon c'est pas marrant, voilà. J'ai la dyspraxie. Alors sur les quelques dyspraxies qu'il y a, il y en a qu'une que j'ai pas. Voilà. Donc il y a aussi une dyspraxie que j'ai qui fait que du coup la diction en 2 mots peut être compliquée. C'est la dyspraxie orofaciale et ça peut aussi engendrer des difficultés. Par exemple, moi quand je mange du pain, je me blesse les joues, l'intérieur des joues. Donc vaut mieux que me donner du pain de mie. Voilà, je suis comme les petits enfants. Encore que les enfants, ils aiment bien le pain. Moi, j'aime bien le pain, en vrai, mais le pain, ils m'aiment pas. Même avec des tout petits bouts. Avec des tout petits bouts, ça peut peut-être le faire, mais... et c'est pareil, c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai eu un appareil dentaire, comme beaucoup d'enfants. Oui. Je sais pas. Et en fait, on me disait, Aurélie, tu mets pas bien ta langue dans ta bouche. Tu positionnes mal ta langue. Et du coup, j'ai mis, je crois que j'ai eu 4 ans l'appareil. Entre 4 et 5 ans. Oui, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Mais parce que, justement, c'est spécialement dû à cette dyspraxie. Youpi. D'ailleurs, petite dédicace à ma petite sœur qui, quand elle avait 3 ans, était passionnée par les bagues. Tu sais, les fameuses. Fais voir tes bagues, Aurélie! Et surtout qu'en plus, à l'époque, je sais pas, mais moi j'en avais un aussi, et je sais pas toi, mais moi je choisissais toujours de mettre des élastiques colorés. Alors, moi je suis. Ouais, il y avait une transition. Mais moi, les élastiques, non, elle me donnait des élastiques classiques, et c'était chiant d'ailleurs à mettre des élastiques pour moi qui étais dyspraxique. Ah bah oui, un beau bordel. C'est entre le haut et le bas. Et sur chaque bague, on pouvait choisir quand elle les changeait, de mettre une couleur. Ah non, moi j'ai pas eu ça, alors j'aurais peut-être pu l'avoir, mais mes parents m'avaient pas choisi de me fluoriser. J'en avais une dans ma classe qui avait ce genre de... Justement, ce genre d'élastique, c'était rigolo. Après, bon, voilà, j'étais déjà très, très moquée, D'ailleurs, j'ai subi un harcèlement assez violent. On va pas se le cacher. J'en parle dans mon livre. D'ailleurs, il y a tout un chapitre dédié à ça. Qui est disponible dans toutes les librairies. Non, pas toutes les librairies. Rembobinage. Non, il n'est pas disponible à la Fnac. En fait, il est disponible soit sur Amazon, soit sur mon site web. Ah, et ben voilà. Alors à ce moment-là, voilà. Et sur mon site web, vous pouvez avoir la dédicace par l'autrice. Contrairement à Amazon, où là, tu l'achètes et puis t'as pas la dédicace. Dommage. Mais Jeff Bezos. Voilà. Mais voilà. Mais ouais, non, en tout cas, c'est vrai que ouais, le harcèlement, ça fait partie d'un gros bloc de ma vie, quoi. Vraiment. Dès la petite justement, enfance, dès le CP. Ouais. En gros, du CP jusqu'à la fin de mes études, moi j'étais jusqu'en même bac les plus études 5. sup. Oui. Et ouais, dis-toi bien que, alors, moins violent, heureusement. Ouais. C'était plus, en gros, t'es un boulet, quoi. Ah ouais. Parce que j'étais trop lente, parce que ci, parce que ça, et du coup, on me voulait pas dans les groupes.
Les groupes de sport. Mon Dieu. Parce que, évidemment, quand on a de la dyspraxie, on a des difficultés en sport, pour certains. Genre shooter dans un ballon. Par exemple, voilà, pour ne citer que ça. Moi, par exemple, la piscine, mon maître nageur, le maître nageur qui m'a appris à nager, il a dit Aurélie, elle sait nager, on a l'impression qu'elle coule, mais elle sait nager. Résultat, mais je te jure que c'est très positif quand même, le gars. Mais elle sait nager, mais elle sait nager. Merci monsieur, vous êtes sûr que vous maîtrisez votre métier? Oui. Non, en plus c'est un très bon maître nageur, donc d'ailleurs du nom de Clovis. C'est ça qui est marrant. Ouais. Mais les maîtres nageurs, ils ont tous des noms bizarres. Moi j'ai eu un maître nageur, il s'appelait Attila. Mais non. Mais si. Je te jure. Ah ouais. Bah voilà, Attila et Clovis. Bah dis donc, franchement, il faudrait qu'ils se rencontrent ces deux-là. Peut-être, sait-on jamais, peut-être ils se sont déjà rencontrés. Ah, peut-être. Mais bref, dédicace à Clovis qui m'a appris à nager. C'était pas une mince affaire. Il a été très courageux. Mais ouais, en fait, j'ai appris à nager en même temps que mon petit frère qui a 3 ans de moins, à peu près. Et du coup, en fait, ouais, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en CM2, 6e, tu vois, j'ai commencé à faire de la natation. J'ai dit, mais oui, moi, j'ai mon brevet de natation. Aurélie, tu vas garder la ceinture. Putain, mais sérieux, quoi. Pardon pour les gros mots, mais sérieux, quoi. C'est abusé. Ouais. C'est surtout, en fait, t'as pas la confiance d'autrui par rapport à ce que tu sais faire. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, j'ai jamais su faire le crawl. Enfin, j'ai essayé de faire le crawl, mais alors là, le délire, quand t'es dyspraxique pour faire le crawl, quoi. Bah oui, parce que le problème, c'est que la natation, encore y a quand moins même, le papillon. Ah non, mais le papillon, je te rassure, même les gens pas dyspraxiques, ils se noient. Donc. Alors, mon petit frère a su faire le papillon vraiment très bien. Il a fait de la natation pendant des années, et voilà. Il a fait des kilomètres et des kilomètres de natation. Des fois, c'est exclusivement. Non, pas qu'en papillon, mais non, franchement, j'ai un petit frère qui se débrouille très bien en natation. C'est pas Florent Manodou, mais mais pas loin. Mais pas loin. Non, mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, la natation, tout ce qui est sport, j'ai fait de l'escalade aussi. Ah oui. Monter en tête, pas possible, donc j'ai pas pu faire de compétition. Par contre, j'étais arbitre. Ok. Donc arbitre départemental et régional. Donc complètement cool, quoi. Ouais, j'avoue. Vraiment c'est un super chouette. Je suis super contente, tu vois, de l'avoir fait. Ok, je servais à rien, mais j'ai eu une médaille. En vrai, j'ai eu une médaille d'argent grâce au fait que j'étais avec l'équipe qui a gagné la médaille d'argent. J'étais venue pour soutenir l'équipe. J'ai eu la médaille d'argent. J'ai rien fait. Non, j'ai rien fait, j'ai arbitré. Tu as arbitré. Voilà. Et non, mais c'était très intéressant comme expérience. Ça permet aussi de se dire, en fait, le sport, c'est pas que le sport en soi. Genre, je monte des pistes, des voies, pardon. C'est aussi arbitrer, parce que les arbitres, et moi maintenant je joue aux échecs, donc je sais à quel point les arbitres c'est hyper méga important. Ouais. Si t'as pas d'arbitre, tu peux pas constater le coup illégal, et si t'as fait 2 coups illégaux, et boum, partie perdue, bam. Ouais. Et c'est comme ça qu'on gagne des parties des fois, par hasard. Non, mais l'arbitrage, ça demande une maîtrise du sport quand même. Ouais, disons que tu peux être mauvais à l'exécution, mais tu peux regarder et faire attention au chronomètre, à tout ça et tout. Ouais. Oui, et puis connaître très bien les règles, savoir être vigilant sur... Je pense que justement, on parlait tout à l'heure d'avoir sa place dans la société, oui. Et je pense que justement, quelqu'un qui est très bon dans le domaine parce qu'il est passionné, etc. Et puis, on le sait, toi et moi, quand on est TDAH, quand on a des neuroatypies, généralement, il y a des passions qui se font et qui sont tellement pures et ancrées en nous qu'on est capable d'être finalement, sans le vouloir, des experts finalement. Ouais. Et je pense que c'est aussi une reconnaissance, tu vois. Alors moi, par exemple, tu vois... mon niveau aux échecs n'est pas non plus énorme. Je suis non classée pour ceux qui connaissent un peu les échecs. Je suis 1399. C'est déjà bien. Oui, non, mais c'est un truc basique pour les adultes. Donc, j'ai aucun classement. Alors, j'ai fait quand même quelques compétitions.
J'ai eu un trophée, c'est vrai. Bah alors. Mais c'était indépendant de ma volonté. J'ai gagné 3 points, 3 points sur 7, je crois, je sais plus exactement. Et ouais, à la fin d'une partie d'un tournoi, on annonce le classement et tout. Et en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis responsable santé sociale et handicap pour le CDJE 45, qui est le comité départemental du jeu d'échecs du Loiret. Oh, wow. Et également pour la Ligue Centre-Val de Loire aux échecs. Ah oui, donc on a en fait une personnalité à cette table. Ça dépend ce que tu appelles personnalité. C'est toujours pareil. Néanmoins, voilà, tout est relatif, effectivement. Mais néanmoins, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne dans le sens où, alors moi, je suis pas non plus une as des maths en un coup, en 2 coups, 3 coups, enfin bref, voilà. Mais j'ai quand même ce délire de me dire, mais tiens, qu'est-ce que les gens se poseraient comme question s'ils avaient quelqu'un en face d'eux qui joue aux échecs, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir. Et finalement, le fait, tu vois, de jouer un peu aux échecs, le fait de m'intéresser aussi au journalisme, puisque c'est ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Mais tu es en fait, jeune. c'est gentil. Et bien en fait, tu vois, ça fait que finalement, je suis arrivée à faire journaliste, bénévole, hein, mais journaliste échiquienne. Et tous les gens aiment bien mes interviews, me disent, mais Aurélie, c'est trop bien parce que même à l'écrit, on a l'impression de t'entendre. Ah, c'est trop bien, ça veut dire que tu as ton style personnel. En fait, je réalise beaucoup mes écrits. C'est très bizarre dit comme ça, mais... je vois ce que tu veux dire. Mais justement, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir ta patte. Parce que dans le journalisme, tu peux pas être juste comme tout le monde. Il faut que tu aies ton propre... ton charisme. Voilà, exactement. Et c'est vrai que là, tu vois, la semaine dernière, il y avait un championnat de France d'échecs pour les aveugles et malvoyants. Trop bien. Et ouais. Et ça se passait justement à Saint-Jean-de-Brézé, à côté d'Orléans. C'est moi qui ai fait un peu la communication journalistique bénévolement sur cet événement. Et les gens, à un moment, j'ai interviewé la première féminine d'ailleurs, et c'était génial parce qu'en fait, c'était vraiment une interview fluide, sympa. Voilà, et c'est vrai que je trouve que ces interviews-là, c'est des interviews authentiques et c'est ce que je veux en fait, moi, en tant que journaliste bénévole dans ce que je fais en fait. De toute façon, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir aussi trouver quelque chose qu'on aime et justement avoir la reconnaissance pour ce qu'on fait. C'est hyper important parce que justement... Et les gens aiment ma voix apparemment. Mais c'est vrai que tu as une voix très douce en fait. C'est gentil. Tu vois, en fait, je pense que et surtout souriante, d'après ce que les gens me disent. En tout cas, les aveugles, c'est ce qu'ils me disaient. Je me dis, mais comment tu sais que je suis souriante? Je ne vois pas. Je pense que ça joue parce que en fait, moi je sais que c'est vrai qu'on entend le sourire généralement. Avec l'hypersensibilité que j'ai, je peux avoir justement au niveau des voix ou juste au niveau des yeux quand les gens vont parler ou regarder ou juste être. Mais en fait, on peut déceler qui va être gentil pour de vrai. Oui, moi j'avais un radar justement quand j'étais petite, je l'ai encore, hein. Mais quand j'étais petite, je voyais les gens qui étaient méchants. En mode celui-là, il faut pas que je m'approche, au secours. C'est bien de pouvoir se protéger aussi parce que en vrai au quotidien t'as pas dû avoir forcément tout le temps des moments faciles, surtout dans l'enfance. On peut parler de la tentative de suicide. Tout est ouvert ici. Voilà, donc à plusieurs reprises j'ai failli faire des tentatives de suicide. Donc oui, mais grâce finalement à la persévérance, à la résilience aussi, j'ai réussi à remonter la pente et finalement je suis là où je suis aujourd'hui, ici. Donc ici. Ouh. Voilà. Magnifique jeu de mots. Ouais. Mais je pense que ça c'est très important de le souligner justement parce que les gens ne se rendent pas forcément compte que avoir un trouble, avoir une neuroatypie, avoir un quotidien qui est différent, ça peut rendre aussi vulnérable. Et le fait qu'il y ait des gens qui s'en amusent et qui, pour eux, ça va pas être grand-chose dans leur quotidien, ça peut être énorme. Surtout quand c'est répétitif. Exact, c'est du harcèlement. Il y en a un qui était dans ma classe qui me disait « baisse les yeux ».
Oh, waouh. Et moi, il était beaucoup plus grand que moi, tu vois, donc c'était impressionnant pour moi. Bah oui, j'imagine. Donc voilà, c'est vrai que c'est... Bon, après, il a, en fin de seconde, milieu de seconde, il a fini par arrêter de m'embêter. Mais il est même venu me voir en me disant mais Aurélie, à moitié en pleurant, mais comment tu fais pour accepter d'avoir des notes aussi faibles ? Comment tu fais pour accepter d'avoir des notes aussi faibles ? Je pense à... Je peux me tromper, hein, mais peut-être que ses parents lui foutaient une pression de dingue par rapport aux notes. Moi, j'ai eu la chance, merci papa, merci maman, d'avoir des parents qui m'embêtaient pas avec les notes, tu vois. C'était pas genre, il faut que tu aies à la moyenne, là. En sport, la lire. Mais le ballon Une fois en seconde, j'ai fait du basket. Et moi, tu sais, voilà. Petite anecdote de dyspraxique. Alors, pour le coup, rien à voir avec le sport, mais plus à voir avec l'orientation dans l'espace, tout ce qui est vision spatiale. Et visio-spatiale, pardon. Et en fait, un jour, c'était en juin 2017. J'allais voir un ami que tu connais peut-être, je ne sais pas, mais notre ami Christophe Fluder, qui est un humoriste nain. Voilà. Et bref, on était dans l'avenue des Champs-Élysées. Et mon mari me fait « Tiens, regarde Aurélie, il y a un drapeau de la France sous l'Arc de Triomphe. » Mes yeux passent 3 fois devant l'Arc de Triomphe, mais ne le voient pas. Mais en fait, c'est mon cerveau qui ne détecte pas. Parce que du coup, c'était dans un ordre de volume et de forme qui fait que je pense qu'en fait, il y avait peut-être un petit décalage. Et du coup, mon cerveau, il fait « Hop !» Et là, non. Disparu. Ouais, genre comme si prestidigitatrice. Peut-être, ou alors tout simplement, peut-être qu'on a mis la cape d'invisibilité d'Harry Potter sur. C'est ça. Depuis le début, je le savais. Il y a des fans d'Harry Potter ici ? Je pense qu'aujourd'hui il y a des fans du monde, moins des fans de l'autrice. Oui, voilà. On parle du monde, hein. Bien évidemment. Mais effectivement, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais notre ami Daniel Radcliffe est dyspraxique. Ah mais oui. Ouais. Mais c'est vrai. Et ça, tu le vois, en fait, par exemple, et c'est marrant parce que je me rappellerai toujours de la première fois que mon père a vu cet extrait-là, genre dans le premier, tu vois, dans l'école des sorciers. Oui. À un moment, t'as Daniel Radcliffe, Harry Potter, qui fait le bacon avec les œufs. Oui. Qui prépare le petit-déj pour l'anniversaire de Dudley. Oui. Et à un moment, il manque de faire tomber ça. Et mon père, il fait « Putain, mais c'est pas possible, il est dyspraxique, ce gamin. » Et à partir du 4, boum, il a avoué qu'il était dyspraxique. C'est énorme. Donc en fait, il n'avait même pas besoin de jouer son rôle. Il était parfait. Mais c'était même pas fait exprès. Hein. Même à un moment, alors je sais plus dans lequel, mais à culpa. Mais dans un des films, plus vers la fin, t'as Ginny qui lui fait se lasser. Oui. C'est le. Et c'était pas voulu dans les scènes. Oui, je crois que c'est le 6. Il me semble que c'est le 6. Ils sont dans la maison de Rome. Ouais. Oui, je vois très bien cette scène, effectivement. Et il me semble que c'est... Enfin, voilà, il me semble que c'est à peu près dans ces eaux-là. Mais oui, c'était pas voulu, à la base. C'est génial, j'adore les petites anecdotes comme ça. Mais ouais, mais pareil. Et d'ailleurs, il y a pas très longtemps, une petite année à peu près, on a appris que notre amie Eva Green était dyspraxique. Ah, c'est vrai ? Ouais. Et pourtant, donc dans Mélodie, oui, mais est-ce que tu écoutes bon, à part effectivement dans quelques scènes pour donner créatif, mais Gérard Jugnot apparemment aussi, Isabelle Nanty, tu vois, des gens comme ça. La parole se libère finalement. En fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a des gens qui osent parler de leur handicap et qui osent aussi en faire une force parce que finalement ok, j'ai ça, mais voilà, c'est comme Noah Lyles à l'époque où il y a eu les JO, en fait tu peux être dyslexique, allergique, nanana machin, et finalement en fait tu peux être champion du monde, quoi. Champion olympique même, pardon.
Donc ouais, c'est cool. Et puis c'est pareil, Simone Biles, elle a dit qu'elle était TDAH, elle. Ah oui, bah ça m'étonne pas. Mais bon, après, une autre qui est TDAH sur la scène d'Harry Potter, bon, évidemment, Emma Watson. Oui. Mais elle fait tellement de choses, Emma. C'est incroyable. C'est vraiment, je trouve que en vrai, on trouve que, enfin, je trouve en tout cas de tout ce que je connais en termes de 10 en célébrité, je trouve qu'il y a quand même énormément de personnes 10 dans le monde du cinéma, dans le monde des comédiens, etc. Tu sais que justement, c'est énorme. Moi j'avais découvert le groupe Yes Vous Aime, donc avec Bertrand Huskla, etc., qui faisait Brute, tout ça. Et en fait, Pauline Clément, qui est avec eux, elle est dyslexique et maintenant elle est à la Comédie Française. Ah ouais, non mais comme quoi... Je me dis, mais en fait, voilà quoi, juste laissez-nous vivre. Exactement. On peut avoir des troubles 10 et... Alors c'est sûr, ça demande beaucoup plus de travail. Oui. C'est vrai que quand t'es comédien et que t'as un texte à apprendre... Bon, je l'ai fait à plusieurs reprises, évidemment. Moi, j'ai plus une mémoire auditive. Donc en fait, je lis sans comprendre ce que je lis. Et puis après, j'écoute. Ah oui, je m'enregistre et comme ça, je m'écoute. Ah, c'est trop bien. Même quand je fais mes conférences, quand je prépare mes conférences, j'ai beaucoup d'appris par cœur. Bon, je laisse quand même place à l'improvisation parce que sinon, c'est trop... Voilà. Là, ce que j'ai fait en mois de mars, c'était un exploit. J'ai réussi à tenir à peu près 17 minutes, je crois. Ouais. Ou 15 minutes. Ouais, une quinzaine de minutes, bref. Mais c'est qu'en fait... En fait, si tu veux, c'était assez marrant parce que dans ma tête, c'était la tempête. Et sur scène, en fait, je gérais très bien, en fait. Et les gens se disent « Ah, mais c'était génial et tout !» En fait, j'avais un problème de micro. Et ce problème de micro m'a... stressé tout. M'a fait tout gafouiller dans ma tête. Dans ma tête, c'était la tempête. Hein. Tu vois, Blanche-Neige, elle était sur le sol, éclatée au sol en mode... Ah, tu sais, tu vois l'image là de Blanche-Neige éclatée au sol après sa course-poursuite contre Chasseur, c'est un peu ça. Dans ma tête, j'étais comme ça. Et j'étais déjà épuisée avant de venir sur scène. Tu vois. Oui, donc ça a demandé et j'ai pas eu les aménagements dont j'aurais eu besoin. C'est-à-dire que mon coach m'a dit « Ouais, t'inquiète, tu peux mettre des anti-chaises sur la table et tout. » Bah ouais, mais sauf que je suis dyspraxique, moi. Oui. Et donc, si tu regardes sur la table, bah non, c'est pas possible. Je peux pas lire, en fait. Moi, j'ai besoin des images. Donc, en fait, les images, je m'étais fait un genre de palais mental. Hein. Merci, Fabien Olicard. Ah là là. Voilà. Donc, ouais, je m'étais fait un genre de palais mental pour m'en sortir, si tu veux. Mais il y avait aussi j'ai été en dépression juste avant. Donc, oui, ça aide pas. Ça met déjà une fragilité. Alors, en fait, j'étais en dépression parce que je racontais quelque chose et pourtant, je pensais que c'était déjà passé, tu vois. Mais en fait, il y a des trucs, des fois, bam, il y a des trucs qui se passent et ça te renvoie à ton passé. Alors bon, il y a une technique qui est géniale pour certaines personnes comme moi. Moi, j'ai déjà essayé l'EMDR. Ouais. J'adore l'EMDR. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Heureusement que j'ai trouvé une psychologue EMDR, sinon je pense que je ne serais pas là pour en parler. Donc tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc le EMDR, juste pour rappel, c'est la technique de co-stimulation bilatérale avec les mains pour pouvoir justement déconnecter... Et les yeux. Pour pouvoir déconnecter un souvenir traumatique de son ressenti traumatique. Ressenti, ouais. C'est-à-dire que si là, par exemple, je te parlais de mon souvenir, en fait, il est toujours présent, ce souvenir, mais on n'efface pas le souvenir. Voilà, ça fait pas mal. On efface juste le traumatisme. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, ça me fait penser en termes de... Parce que là, on a parlé un peu des forces, mais brièvement. Et moi, j'aime beaucoup les choses positives dans la vie. Moi aussi. Du coup, ce que je te propose, c'est si tu peux mettre un peu en lumière la part positive en fait, du fait d'avoir tous ces troubles 10 dans ton quotidien. Est-ce que ça t'a appris des choses? T'as découvert des forces, des talents, une sensibilité, je sais pas, une façon de percevoir le monde différente? Je crois que tu me connais un peu là, non?
Non, mais oui, pour ainsi dire, effectivement, moi, pourquoi j'ai nommé mon livre Neuroatypique, le secret de ma résilience, c'est qu'effectivement, j'ai vécu des hauts et des bas comme tout le monde, tu vas me dire. Mais il y a des pas quand même qui étaient très, très importants, que ce soit à l'école ou même, effectivement, par exemple, dans l'emploi, parce que j'ai subi aussi de la discrimination dans mon dernier stage de fin d'études, qui n'a duré que 2 mois au lieu de 6. C'est vrai qu'on ne parle pas assez justement de la discrimination en entreprise. Alors, discrimination sans YS. Allez, un peu de positif dans tout ça, dis donc, Aurélie. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, la discrimination, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, etc., c'est des choses dont il faut parler. Et c'est ce que je fais d'ailleurs le plus souvent. C'est de ça que je parle en entreprise aussi. Aussi bien se mettre dans la peau d'un disque que voilà. Et en fait, ouais, donc ouais, pour terminer sur cette discrimination, moi, étant dysphasique, j'ai du mal, je pense que tu l'as peut-être un peu compris, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux. Oh, ben ça, c'est voilà. Bon, tu sais, j'ai l'habitude, je pense l'autisme, les gens voilà. neuroatypiques, tout ça. Exactement. Mais tout ça pour dire que effectivement, moi, on m'a... Donc j'avais dit que j'étais en situation de handicap, que j'avais les troubles 10, j'ai tout bien expliqué, les aménagements dont j'avais besoin, sauf que c'est un handicap invisible, donc qui ne se voit pas par définition. Et comme c'est un handicap invisible, qu'est-ce qui se passe ? Les gens oublient. Ouais. Donc au bout des mois, au lieu de 6, on m'a dit oui Aurélie, c'est plus possible. T'es pas assez productive. Alors, ils avaient confondu productivité et rapidité, voilà, cas classique. Cas classique. Voilà. Et puis, en fait, aussi, Aurélie, t'es passive en réunion. Comprendre que moi, quand on me parle, je ne peux pas regarder les gens dans les yeux, parce que si je regarde les gens dans les yeux, en tant que TDAH, en plus, je vais plus me focaliser sur les aspects, les particularités des gens, physiques des gens. Il y a des fois où ça peut m'arriver. Une fois, je me souviens, j'avais plus le nom de la prof d'anglais. J'étais au tout début du truc de mon BTS. Et puis, je fais à mon camarade de classe, je fais tiens, comment s'appelle déjà la prof là, qui a le vernis à ongles noirs? Je te jure, il était quoi? Ah bon? Elle a un vernis à ongles noirs? Moi, en fait, j'arrive à voir des détails. C'est énorme. Et bref, tout ça pour dire que comme je regarde pas les gens dans les yeux, les gens croyaient que j'étais passive en réunion, alors qu'en fait non, justement, si je te regarde pas, c'est justement parce que je t'écoute. Et je suis tout sauf passive en réunion. Et ouais, non, c'est vrai que c'est assez marrant quand je raconte ça, je dis mince alors. Et donc, bref, tout ça pour dire que j'ai pas eu mon bac plus 5, j'ai eu un bac plus 4 niveau bac plus 5 en informatique. Et résultat, pour trouver un emploi, voilà le lien. Ouais. Donc, j'ai failli faire une tentative de suicide suite à ça, évidemment. Évidemment, mais voilà, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y en a qui n'auraient pas forcément envie de faire ça et se dire bon, c'est pas grave, je vais trouver un emploi de ça. Mais dans tous les cas, peu importe, bref, c'est le ressenti. Vulnérabilité plus. Ouais. Et effectivement, du coup, quand tu tombes bien bas, tu te dis ok, comment je vais faire pour remonter la pente ? Parce que il y avait les refus d'emploi, parce que désolé, mais nous, on cherche pas des bacs plus 4, on cherche des bacs plus 5, ou vous avez pas assez d'expérience, ou alors c'était désolé, vous êtes vous avez les compétences, mais vous êtes trop lente, ou alors désolé, on vous prend pas, on connaît pas les troubles 10. Et ça, le nombre de fois que j'ai pu me recevoir ce genre ce genre de situation, de phrases en fait. Et j'ai fait ce constat que en fait finalement les troubles 10 n'étant pas assez connus par les recruteurs, il fallait faire quelque chose, et qui mieux qu'un 10 pour parler des troubles 10, on est bien voilà. Et puis finalement c'est ce qu'on me dit souvent, jamais pour nous sans nous, voilà. Et je suis partie de ce postulat là, et puis en fait moi il y avait aussi quelque chose qui me toujours de ce postulat qu'il n'y a jamais des choses qui sont faites pour nous,
Moi, j'étais détentrice d'un bac +4 en informatique et moi, j'adorais créer des sites web, etc. Le problème, c'est que la plupart des sites web qu'on voit, ils sont pas du tout adaptés aux dyslexiques et aux dyspraxiques. Ah bah si c'est tout justifié. Bam. Du coup, je me suis dit, mais comment je peux faire ? Alors, j'ai essayé de trouver un boulot, mais j'ai eu un seul boulot. J'ai fini en burn-out. Alors, heureusement que c'était un CDD et que je savais la date butoir, si tu veux, la fin du truc. Après, je me suis posée, je me suis dit, enfin libre. Libéré, délivré. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Dans La Reine des Neiges, là. Enfin, c'est pareil. Elle doit cacher son secret et puis paf. Quand elle de toute façon, si le on présente, cache, finalement, ça devient une beauté. C'est pur. Quand c'est accepté, oui. Quand c'est accepté, c'est magnifique. Voilà. Et finalement, là où j'ai fait de mon handicap une force, c'est justement de ce fait. C'est je suis capable d'expliquer. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait bénévolement quand j'avais eu la référente handicap. Une référente handicap. Un référent handicap, c'est quelqu'un qui s'occupe de la mission handicap dans les grandes entreprises. Les entreprises de plus de 250 salariés ou agents ou voilà. Et du coup, en fait, ces personnes-là, elles sont là pour mettre en place les aménagements. Pour vous aider par rapport à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, bref, des choses comme ça, dont on parle assez peu finalement. Moi, quand je vais en intervention, c'est pas rare qu'on me dise « Ah, mais je savais même pas que j'avais le droit à la RQTH ». Ouais, ou alors ah oui mais j'ai peur de le dire parce que si je le dis j'ai peur de me faire licencier. Bah oui, mais si t'as justement quelqu'un qui est là, un ou une référente handicap qui est là pour justement permettre ça, et ben va la voir et c'est ok quoi. T'es pas obligé de lui dire quel handicap tu as, même si bon, c'est toujours mieux quand même de. Après, c'est difficile d'exposer un peu les difficultés. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont aussi des entreprises qui sont pas françaises et donc du coup qui jouent un peu des fois avec les lois françaises parce que en fait elles vont avoir des filiales en France et du coup derrière le respect des personnes en situation de handicap est pas vraiment. Non, mais là, je te parle plus des groupes, des grands groupes où moi je travaille. Enfin, oui. Donc je sais que ces grands groupes-là, ils sont sensibles. Ouais. Voilà. Et en fait, le fait d'aller voir sa mission handicap et de dire, voilà, je suis RQTH, j'ai besoin de tel ou tel aménagement, voilà. En fait, ça permet comme ça à l'entreprise aussi d'augmenter ses quotas, mais on n'est pas qu'un quota sur une feuille, tu vois. On est aussi des salariés, des agents qui ont besoin justement de reconnaissance et d'aménagement parce que le travail classique n'est pas possible. Tu vois, où il est possible, mais avec. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui finissent en burn-out. Beaucoup de personnes. Du coup, ils se forcent. Ils masquent. Et le masking, bam, tu finis par te prendre des murs, quoi. Ouais. Donc, faut faire super attention à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la santé mentale et je pense que c'est un enjeu de santé publique. Et voilà, il faut en parler. Si on n'en parle pas, personne n'en parlera. Ça, c'est totalement vrai. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui découvre un diagnostic de trouble 10 aujourd'hui ? Alors, je dirais, tu n'es pas coupable, déjà. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre. Tu n'es pas coupable. Et puis surtout, l'accepter, mieux se comprendre, c'est l'accepter, déjà. Parce que, effectivement, quand on comprend mieux comment on fonctionne, on peut essayer de trouver des stratégies à mettre en place, et c'est en mettant ces stratégies en place qu'on vit mieux le handicap, même si effectivement on vit avec toute la vie et il faut l'apprivoiser. Un peu comme le renard dans le Petit Prince. Oui. J'adore ce conte. Oh là là, d'ailleurs c'est pas les 100 ans du Petit Prince. C'est les 100 ans, 100 ans ou 80 ans. Mince. Je crois que c'est les... anniversaire. Oui, c'est un anniversaire. C'est un anniversaire du Petit Prince. Mais je crois qu'ils ont ressorti des choses magnifiques là sur le Petit Prince. Vu il n'y a pas très longtemps, effectivement. Oui, j'ai vu des livres très très beaux parce que j'adore le Petit Prince depuis que je suis toute petite. Non, je crois que c'est les 80 ans. C'est 80 ? Il me semble. On est en 2026. Je l'avais pris en photo et je l'avais envoyé à une copine. Je lui ai dit, tiens, regarde.
j'ai trouvé ça, tu es trop contente et tout. Ah oui, il y a des magnifiques livres, des rééditions, toutes les citations les plus connues. Hein, on ne voit l'essentiel, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne peut voir qu'avec le cœur. Non, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, il est disponible en livre audio. Ah oui. J'aimerais bien savoir qui c'est qui l'a lu d'ailleurs. J'ai regardé après. Oh, il y en a plusieurs qui ont fait des livres audio. 80 ans, c'est ça. 80 J'ai ans. Une bonne mémoire. Et oui, d'ailleurs... la discrimination sur les personnes 10, la mémoire n'est pas affectée. Exactement, non mais ça dépend de quelle mémoire. Moi, ma mémoire visuelle n'est pas forcément très bonne. Néanmoins, ma mémoire auditive et kinesthésique, je la lire. Et j'ai aussi une mémoire épisodique très très forte, puisque mon premier souvenir date de mes 1 an et demi. Ah oui, effectivement. Donc ouais, ça fait une sacrée base de données dans la tête. Et à partir de cette base de données, est-ce que tu voudrais bien me donner, parce que j'aime bien laisser un peu une petite impression douce, et c'est malheureusement, nous arrivons à la fin de ce merveilleux podcast. J'aimerais tant pouvoir discuter encore 6 heures avec toi. Je me doute bien. Du coup, si même 10 heures. Parce que... Ah bah voilà, 10 heures. 10. Voilà. Donc s'il y avait une phrase, une œuvre, ça peut être une œuvre picturale, musicale, peu importe, du théâtre, voilà, qui représente en fait ton rapport à ce trouble-là. Donc soit quelque chose qui en parle directement, soit quelque chose qui résonne pour toi, peu importe si l'œuvre en parle, que tu voudrais partager à quelqu'un. Ah, c'est pas simple cette question. Une œuvre qui me parle par rapport à moi. J'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Nous sommes tous fous ici. non, mais parce que, en fait, aussi bien Le Chapelier Fou, alors, j'apprécie particulièrement la version Tim Burton, aussi parce que Tim Burton est dyslexique. Hein. Faut pas se le cacher. Mais voilà, non, c'est vrai que Le Chapelier Fou, Alice, avec ses histoires, mais pourquoi ils nous embêtent avec leur écriture? Moi, je préfère les images. Clairement, c'est moi, ça. Je préfère les images, tu vois. Et d'ailleurs, quand je fais mes conférences... sauf effectivement cas exceptionnel comme celle que j'ai faite justement le 26 mars dernier, j'ai toujours des images. Je mets des images et les images, c'est mon support pour me rappeler. C'est un peu mon palais mental, mais physique, tu vois. Ouais. Et en fait, ouais, vraiment, j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles parce que elle passe aussi de l'autre côté du miroir. Bon, alors, ça, c'est un autre conte. Voilà. Mais le fait que, tu vois, elle se retrouve dans un monde parallèle où finalement, elle est utile. Elle est plus jugée, finalement, tu vois. Autant, quand dans la vraie vie, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, nanana. Et puis, elle voit je sais plus si c'est un lapin. Si, c'est le lapin. Elle voit le lapin, elle voit un chat. Enfin, bref. Et en fait, quand elle arrive dans ce monde des merveilles, ce pays des merveilles, elle est totalement différente. Elle est elle-même, en fait. Et moi, tu vois, quand je faisais encore du théâtre, finalement, ce que j'aimais bien dans le théâtre aussi, c'était le fait d'être moi-même, même si... d'être différente, mais normale en même temps. Ah oui, ouais, je vois. Ça va peut-être être un peu difficile à comprendre pour les gens, mais voilà. C'est vrai que c'était cette sensation de se dire, en fait, je suis moi-même. Et même d'ailleurs, une fois, je me souviens, j'étais quand même assez moquée de moi. On se moquait un peu de moi quand j'étais au lycée, etc. Et un jour, je suis arrivée à l'école pour carnaval en vamp. Oh voilà. Avec le petit fichu et tout. Alors, peut-être pas autant, mais tu vois, je faisais un petit peu la grand-mère, tu vois. Et même, je prenais la petite voix, tu vois, genre... Alors, mon petit fils, comment tu vas? Tu vois, bref, j'étais carrément dans le personnage. Et il y a des gens qui se foutaient de ma gueule d'habitude, qui me disaient, mais moi, je pourrais pas faire ça, hein. Franchement, bravo. Comme quoi, tu vois, tu retournes la situation. C'est vrai que finalement, on ose peut-être plus. On ose peut-être plus. Je pense ça dépend des gens, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'ose beaucoup plus que la plupart que le commun des mortels, si tu veux. Parce que justement, j'essaie de... Et en fait, j'ai jamais... Très honnêtement, j'ai jamais voulu être comme les autres. On m'a toujours dit, mais pourquoi t'es... Ah, c'est chiant, t'es pas comme les autres. Bah oui, mais en fait, à quoi ça sert d'être comme les autres?
Si t'es comme les autres, finalement, ça sert à rien. Enfin, t'es pas authentique, t'es pas différent et t'es pas... Justement, je pense que le fait d'être différent, moi je l'accepte et heureusement pour moi que je l'accepte. C'est plutôt les autres qui ont du mal à l'accepter parfois. Et il y a des fois où, par contre, là tu vois par exemple la semaine dernière, il y a une dame qui m'a dit franchement t'es vraiment une femme exceptionnelle. Moi, d'où je suis exceptionnelle, en fait, je suis moi-même. Dans ma tête, c'était ça, tu vois. Et en fait, maintenant, j'arrive quand même à accepter les compliments. Mais tu vois, en fait, je suis tellement moi-même, je fais tellement les choses avec authenticité que finalement, en fait, je vois pas pourquoi je me cacherais. Alors, il y a des fois où, effectivement, dans mon métier, j'ai pas le choix que d'être la haute performance, etc. Mais il y a des fois où je me permets de relâcher la pression ou des choses comme ça et de ne pas être... Moi, il y a des fois où ça m'arrive de dire à mon mari est-ce que j'ai le droit d'être un enfant aujourd'hui ? Bah oui, bien sûr. Quand on est le week-end, j'ai tellement compensé la semaine pour le boulot, etc. que en fait, j'ai dit je me donne l'autorisation de... Alors c'est vrai qu'il y a des fois où les gens me regardent dans la rue en mode c'est qui celle-là ? Et écoute, je m'en fiche. Voilà. J'ai appris à dépasser ce regard des autres et je pense que c'est ça la chose dont je suis plus fière aujourd'hui. Tu vois. Je trouve que c'est très beau ce que tu dis. Et les gens me disent que je suis authentique, donc je pense que ça fonctionne plutôt bien et je suis un peu un clown, je suis un peu tout en fait. Enfin, du T'es coup, toi en fait. Je suis moi, ouais. C'est ça qui est le principal. Et que les gens puissent t'accepter en tant que tel. Il y a un autre film que j'aime beaucoup. J'ai dit je suis moi, mais du coup ça me fait penser à Mirabel, tu sais, Encanto. Ah oui. Ah ouais, Mirabel qui est là en mode oh là là c'est dur de pas être machin. Ouais. Et puis qu'est-ce que tu vois ? Je vois moi. Et là c'est beau, c'est magnifique. Et je me rappellerai toujours de quand est-ce que j'avais été voir ce film au cinéma. J'étais même à Disney Village, dis-toi bien. Au hasard comme ça, moi TDAH, je fais à mon mari tiens, c'est marrant, il y a un cinéma. Et se dit vas-y, il pleut, il fait moche, vas-y, ça te dit on va au cinéma et tout, ah tiens, il y a Encanto, j'aimerais bien aller le voir. Et puis en fait, on a été voir Encanto, on a kiffé notre race et voilà. Et finalement, on est rentré, il faisait jour, on est sorti, il faisait nuit et c'était trop bien en fait. Et voilà. Des petits moments pris comme ça. Et en plus, elle me ressemble à Encanto. Mirabel. Oui, c'est vrai, t'as les cheveux bouclés aussi. Ouais. Bon, alors là, je les ai attachés, mais effectivement, je mets les lunettes vertes, la petite jupe et tout. Voilà, prochain cosplay. Voilà. Ah, mais je fais du cosplay. J'ai des Bellatrix. Là, j'ai commencé à préparer un petit peu un personnage que j'adore, Mary Poppins. Ah oui. Voilà. Mary Poppins, ça c'est pareil, c'est toute mon enfance et je connais les musiques par cœur, que ce soit le 1 ou le 2. Voilà, donc non, vraiment je suis fan des petits dessins animés pour enfants. Pareil, je lui dis Ups, dans Zootopie, c'est pareil, elle est exceptionnelle cette lapine. Elle est trop mimi en plus. Je pense que Zootopie a fait beaucoup justement pour les neuroatypies, surtout le 2. Ouais. Il faudra que je suis vois, totalement du coup. d'accord. Mais en tout cas, je l'ai vu au cinéma. Je pense qu'il faut justement que ça puisse exister davantage des œuvres qui soient à la fois inclusives, mais pas non plus un martèlement total, quoi. Juste exprimer des valeurs. Faut, voilà. Finalement. Exactement. Un soupçon. Voilà. Juste un morceau de ce qui est de la médecine à couler. La médecine à couler, la médecine à couler. Je pense que sur cette merveilleuse chanson, nous allons continuer à faire un karaoké de notre côté. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Aurélie pour cet échange. Et avec grand plaisir, c'était vraiment super intéressant de pouvoir être dans ton podcast et c'est vrai que le sourire était là, donc c'est top. Oui, je pense qu'on a ramené le soleil avec nous. Je sais pas. On ne peut pas voir d'ici, malheureusement. On ne voit pas très bien, effectivement. Mais on va se persuader. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Aurélie. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Tout à fait. Merci à tous et à toutes.
Merci d'avoir écouté Voix plurielle. Comprendre, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'était Delphine et à bientôt pour une nouvelle rencontre, une autre façon de voir le monde. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.